Bonjour, Gmara de Tanit, on est à la page 6a, tout en bas de la page, quasiment la page en fait 6b. Alors on y va. On a cité donc une braïta qui avait présenté, on est toujours dans la discussion à propos de Yoré ou Malkosh, et à savoir de la pluie qui doit tomber en sa saison, une pluie de Yoré et de Malkosh, une pluie de Yoré qui tombe, qui est la pluie du début de la saison des pluies, qui tombe en Marcheshvan, et le Malkosh, enfin en tout cas dans la teneur générale des braïtot qui ont été donnés, c'est ce que ça donnait comme résultat, le Malkosh donc, qui tombait en fin de saison des pluies, c'est-à-dire au mois de Nissan, c'est-à-dire au moment les plus propices pour le mieux pour la récolte, et le mieux pour le démarrage pareil. Enfin. Donc on a cité des braïtot, donc, avec plusieurs opinions sur les dates de ces précipitations, en particulier de Yoré, la date du départ, du démarrage de la pluie. Et on avait vu qu'il y avait plusieurs Yoré, c'est-à-dire qu'on a établi qu'il y avait trois dates possibles, trois dates de démarrage, ou trois dates qui sont traditionnelles à cette saison. On a ce qu'on appelait trois précipitations de Yoré, le Yoré étant décrit, en tout cas dans une certaine majorité de rabbins, comme étant la précipitation de démarrage, une pluie plutôt douce, agréable, quelque chose qui vient surtout nous prévenir au fond que la majeure partie de la pluie va tomber bientôt, plutôt qu'une pluie soudaine et destructrice. C'est une pluie plutôt agréable et bénéfique. Alors, donc la discussion en tout cas tournait dans notre vidéo précédente sur les dates de ces trois moments de précipitation de Yoré en particulier. Alors, il pose donc la Gemara la question suivante. Keman Azla Ha-Detania. À quelle opinion se conforme la braïta suivante? On a une braïta qui dit la chose suivante. Rabban Shimon ben Gamliel, donc Rabban Shimon ben Gamliel a dit Geshamim sheyaredu shivra yamim ze achar ze. Si la pluie est tombée pendant 7 jours consécutifs, atamone bahen revia rishona ushnia ushlishit. Tu peux la considérer comme une sorte de combinaison, un mélange des premières et des secondes précipitations ou des secondes et des troisièmes précipitations. C'est-à-dire que la revia ici, c'est la notion, et alors on va juste expliquer, alors il faut voir Rashi, c'est gentil, mais il nous a dit quoi? Alors, il nous met comme commentaire d'aller voir Rashi. Alors bon, en fait, c'est une chose qui avait déjà été vue, mais en gros, on a donc expliqué que les pluies de Yoré se partagent en trois moments particuliers, et lui, ce que dit a priori Rabban Shimon ben Gamliel, il nous dit ici que la pluie est tombée pendant 7 jours consécutifs, donc il faut la voir comme si c'était la première et la deuxième précipitation, et la troisième précipitation, comme une sorte de combinaison de ces trois précipitations. 7 jours de suite, c'est en réalité ces moments de Yoré qui sont mélangés et qui tombent en même temps en fait. D'accord? Donc première et seconde précipitation, et troisième précipitation, alors selon la période évidemment. Alors Keman, bon attendez, il nous dit de voir Rashi, mais Rashi, alors je vais essayer de vous le faire en hébreu, pourquoi pas. Alors, Yamim basé à Harzé, les jours qui tombent comme ça l'un après l'autre. Des Rabbi Yossé, Hachi Havu ben Revia, Rishona, Ushnia, Oshnia Ushlishit, des Rishona, be Yudzayin, Veshnia, be Kav Gimel, des Hayinu, Sheva Yamim, Im Shanim, Yeme Revia. Alors il y a un Rashi Tevot que j'arrive pas à voir, bon. Ou Mikol Makom, non. Ou Mikan, non, j'arrive pas à le faire. Ad Lamed, Sheva Yamim, Belo Yossi, Belo Yom Rivia, Acharona, Lelechu Lehu, Tanae, Lo Hayuachi. Voilà, j'ai un problème avec les Rashi Tevot. Bon, ça va prendre du temps un petit peu pour déchiffrer, j'ai compris en gros, mais ça va prendre du temps pour déchiffrer. Bon, si je dois faire un résumé, en gros, il prend dans les détails en fait les dates qu'on avait données sur Marcheshvan,
j'ai l'impression, et il décompose pour essayer de voir pourquoi est-ce qu'on utilise le mot Revia ici. Bon, peu importe, allez. Bon, je répète notre début de Gemara ici. Donc, à quelle opinion se conformait la Braïta qui dit Rabbi Shimon ben Gamliel a dit, si la pluie est tombée pendant les 7 jours consécutifs, tu peux la considérer comme une sorte de combinaison des premières, secondes et troisième précipitations. Keman, de qui est cette opinion? Alors, cela s'accorde avec l'opinion de Rabbi aussi, c'est ce qu'il disait un peu dans Rashi. Le seul à penser que les dates de ces précipitations sont espacées de 7 jours les unes les autres. Ah, c'est ça qu'il disait Rashi, d'accord. Donc, en fait, ici, c'est un résumé de Rashi. Donc, Rabbi aussi, c'était l'un de ceux qu'on avait cités dans la vidéo précédente, lorsque l'on expliquait justement les fameuses datations, et qui terminait d'ailleurs avec le premier jour de Rosh Chodesh qui se lève là-bas, comme la troisième précipitation se terminait à Rosh Chodesh qui se lève. Et donc, a priori, les dates de Rabbi aussi sont espacées en fait de 7 jours. D'accord? Alors, on revoit, ici, il nous explique. D'après Rabbi aussi, les premières précipitations surviennent le 17, les secondes le 23, et la dernière à Rosh Chodesh qui se lève. En fait, donc, il y a à chaque fois, donc, lorsque la pluie tombe, sans interruption pendant 7 jours. Donc, lorsque la pluie tombe sans interruption pendant les 7 jours, depuis le début du 17 jusqu'à la fin du 23 Mar Cheshvan, elle regroupe en fait la première et la seconde précipitation. De même, lorsque la pluie tombe du 23 Mar Cheshvan à Rosh Chodesh qui se lève, elle regroupe en fait les secondes et troisièmes précipitations. Ah, c'est ça l'idée. Donc en fait, quand on parle d'une précipitation, c'est vrai qu'il ne donne pas la durée de la précipitation en particulier. Donc ici, la précipitation, c'est ce que je ne comprenais pas même la fois d'avant, hein, quand on avait fait cette notion de 3 précipitations qui tombent, j'avais en tête en fait 3 pluies, et ça se termine. Non, en fait, on parle de pluie continue, d'accord? Et donc il y a 3 périodes, et les 3 périodes qui sont notées, c'est les jours qui ont été déterminés. En fait, ce sont des jours de démarrage des pluies. Donc, c'est pas que la pluie dure 3 jours sur le mois, c'est qu'elle démarre un jour et elle se poursuit. Et c'est une première période de Yoré. Elle démarre et se poursuit, deuxième période. Elle démarre et se poursuit, troisième période. Donc, quand il dit maintenant que la pluie dure 7 jours, et Rabban Gamliel nous dit qu'on peut la considérer comme la combinaison de la première et de la seconde, ça veut dire ici, en gros, qu'en fait, en démarrant dans les dates de Rabbi Yossé, si tu démarres du 7 au 22, hein, si j'ai bien, du 17 pardon, au 23, entre le 17 et le 23, vous avez 7 jours. Donc quand ça démarre et que ça se termine le 23, quelque part, on a en réalité la première et la deuxième précipitation qui sont passées ensemble. D'accord? Et de la même manière, si jamais elle démarre le 23, qu'elle se termine jusqu'à Rosh Chodesh, en fait, ce sera la deuxième et la troisième précipitation. Alors, il nous rajoute ici dans le commentaire, en réalité, en réalité, si la pluie commence au début du 23 Mar Cheshvan, elle doit durer 8 jours pour atteindre la fin de Rosh Chodesh qui se lève. La fin à Rosh Chodesh qui se lève, c'est mal traduit, excusez-moi. Puisqu'un mois ne contient jamais moins de 29 jours, force est d'admettre que la pluie ne doit pas forcément tomber durant 7 jours entiers, mais plutôt tomber durant 7 périodes consécutives de 24 heures, qui commence à une certaine heure du 23 Mar Cheshvan et se terminant au même moment où le Rosh Chodesh qui se lève. Bon, c'est assez précis, quand on pense, on a l'impression, des fois j'ai l'impression de lire, on oublie que c'est un texte qui a été rédigé pour les commentaires, c'était il y a 1000 ans, pour ce qui est de la Gemara elle-même, c'est il y a 2000 ans, et on a l'impression de lire ici le bulletin météo, vous savez, celui qu'on lit parfois avec les horaires précises du démarrage de la pluie et les horaires précises de la fin de la pluie, mais d'après les calculs qui ont été faits par Météo France et le satellite machin chose, qui va vous donner vraiment le détail de comment va se dérouler la journée de pluie. Or, c'est assez étrange, j'ai envie de dire, de lire un texte où il n'y a pas de satellite, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on est en train de donner vraiment des détails précis de à quel moment ça tombe, quand ça s'arrête, quand ça démarre, à l'horaire presque, ça doit démarrer à quelle heure, quel jour va tomber, c'est assez étrange. Alors, il rajoute ici que ça ne concorde pas avec le point de vue de Rabbi Meir, qui pensait qu'un intervalle de 4 jours sépare les premières précipitations des secondes.
le 3 et le 7, et qu'un autre de 10 jours sépare les deuxième et troisième précipitations, puisque Rabbi Meir avait dit le 3, le 7 et le 17. Donc on a des écarts de pluie, hein, comme ça, des écarts de journée. Mais bon, donc dans un cas, la précipitation n'est pas régulière, dans un cas, la précipitation elle va en grandissant en fait, hein, pour Rabbi Meir, ça va en grandissant, puisque premier écart 3 jours, deuxième écart 10 jours, etc. Donc lui, il soutient que les premières et les secondes précipitations sont espacées de 10 jours, le 7 et le 17, d'après Rashi. Bon, ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué à comprendre. Je répète ma réflexion, hein. Cette précision sur les pluies de la saison qui doivent être limite obligatoirement séparées d'un certain nombre de jours, comme si la nature était d'une régularité. Alors peut-être qu'à l'époque, elle devait être très régulière et que quelque part, ces rabbanim ont remarqué une certaine régularité dans les années qui était à tel point, alors contrairement à aujourd'hui, hein, où vraiment on a une météo très irrégulière, mais à l'époque, c'était d'une régularité assez étonnante en fait, puisque chacun y va dans sa interprétation de comment la pluie devait tomber avec un nombre de jours précis qui sépare une première période de pluie avec une deuxième période de pluie pour une certaine qualité de pluie, celle qu'on appelle yoré en l'occurrence ici. Bon, ça reste, ça demande réflexion. Alors, continuons. Alors, on répète quand même ici la décision de Rav Hrizda qu'on avait déjà consignée. Amar Rav Hrizda nous répète ici que la halakha elle est conforme à l'avis de Rabbi Yossi, à savoir que les précipitations de yoré sont attendues les 17 et 23 Marcheshvan et Rosh Chodesh Kislev. Donc, ici on a posé la question, est-ce qu'il s'agit de l'opinion, a priori l'opinion de Rabban Gamliel qu'on a donnée, à savoir que lorsque si la pluie tombe pendant les 7 jours consécutifs, tu peux la considérer comme première et seconde précipitation et troisième précipitation. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'opinion de Rabbi Yossé par rapport à cette opinion qui espace de 7 jours entre chaque pluie. D'accord? Et l'Agmara donc répète, pour Rav Hrizda, la halakha elle va selon Rabbi Yossé. Alors la halakha ici, il faut comprendre que la halakha c'est probablement lié à quand est-ce que tu vas nous faire la deuxième bénédiction. Selon comment tu estimes que la saison fonctionne, en fait, on nous décrit le principe de la saison des pluies. La saison démarre en Marcheshvan, et cette saison, voilà comment elle fonctionne en général. Hein, voilà comment ça se passe. Et quelque part, c'est la saison des pluies. Alors, pour Rabbi Meir, ça démarre le 3. Pour Rabbi Yossi, qui donc serait donc en accord avec ce que nous dit effectivement Rabban Gamliel, ça démarre le 7. Et c'est pour ça que le texte de la prière qu'on doit rajouter en accord avec comment la saison fonctionne, d'accord? Eh bien, il faut rajouter le texte de la prière de la pluie à ce moment particulier, et non pas à un autre moment pris au hasard, parce que ce serait, je sais pas quoi. Alors, Rashi signale que son maître a rectifié cette proposition de manière à établir que Rav Hrizda a dû non pas conformément à Rabbi Yossi, mais conformément à Rabbi Yehuda, à savoir que les 3 séries de précipitations ont lieu le 7, le 17 et le 23 Marcheshvan, afin de concilier cette décision avec l'autre enseignement de Rav Hrizda qui est exposé plus haut, et selon laquelle la halakha retient l'opinion de Rabban Gamliel. Autrement dit, que l'on commence à demander la pluie le 7 Marcheshvan. Ah, parce que c'est vrai que Rabbi aussi, lui, avait fait démarrer le 17, et pas le 7. Donc voilà, on est obligé effectivement, hein, puisqu'on nous dit que Rav Hrizda, il nous dit que la halakha elle est selon Rabbi Yossi, donc tu es obligé de corriger en réalité que Rabbi Yossi doit être plus proche de l'opinion de Rabbi Yehuda. En tout cas, dans l'opinion de Rabbi Yehuda et de Rabbi Yossi, on a cette idée des 7 jours consécutifs, possible pour qu'il y ait au final un mélange des premières et des deuxièmes précipitations, puisqu'il faut 7 jours, hein, puisqu'il y a 7 jours dans les espaces de précipitations donnés par Rabbi Yehuda. Je répète, hein, Rabbi Yehuda c'est 7, 13, 23, Rabbi Yossi c'est 17, 23, premier qui se lève. Donc on a, grosso modo, 7 jours entre chacune des périodes. Et comme l'opinion de Rabban Gamliel, c'est de dire qu'il y a 7 jours consécutifs, c'est un mélange des premières et deuxième et troisième, etc. Donc il y a, voilà, il
y a besoin de rééquilibrer, de réajuster l'opinion de Rabbi Yehuda ici, enfin de rééquilibrer Rabbi Yossi avec Rabbi Yehuda, mais a priori c'est pas les mêmes, donc on commence quand? Le 7 ou le 17? Bon. En tout cas, l'opinion qui n'est pas retenue, a priori, ce n'est pas l'opinion de Rabbi Meir. Les décisionnaires sont en désaccord sur l'opinion à suivre. Le Rambam adopte l'avis de Rabbi Yossi, tandis que le Roche penche en faveur de Rabbi Yehuda. Donc du coup, vous avez en fait, voilà, des rabbanim qui ont suivi plutôt l'un et plutôt l'autre du coup. Et comme Rabbi Yossi commence le 7, eux ils ont adopté une coutume qui consistait donc à démarrer la prière de la pluie à partir du 7, et puis d'autres, ils démarreront comme Rabbi Yehuda, qui démarreront à partir du 7, au lieu du 17. Voilà. Alors la Gemara s'interroge sur les implications halachiques à propos de ces dates de précipitation. Alors, Bishlema Reviya Rishona. Alors il est compréhensible qu'il faille connaître le moment de la première précipitation, parce qu'il s'agit de savoir quand demander la pluie. Donc, dans la discussion, on voit ici une discussion qui veut déterminer quand démarre la pluie. D'accord? Bon, alors on comprend pourquoi, effectivement. C'est la nécessité de savoir quand tu vas faire la prière de la pluie. Chez les chiites, les taranot, mais connaître la période des troisièmes précipitations, c'est aussi pour savoir quand jeûner. Puisqu'on a vu dans une des versions, à propos de Rabbi Yossi, que si jamais la troisième précipitation arrive, d'accord, voilà, on avait calculé par rapport à Rosh Chodesh qui se lève, mais selon l'autre opinion, quand tu as atteint le moment de la troisième précipitation officielle dans la saison de la pluie, si la troisième précipitation, il n'y a pas eu une seule précipitation de tomber déjà, alors que tu as atteint déjà le temps de la troisième précipitation de Yoré, qui est censé arriver, qui est censé déjà être au moins tombé une fois, et voilà que la troisième précipitation, qui est censée avoir déjà eu une et deux, n'est pas tombée. Alors, il faut commencer à jeûner. Donc, tu as besoin de savoir le premier, quand ça tombe. Tu as besoin de savoir le troisième, quand ça tombe. Le premier, pour commencer à faire la prière de la pluie. Le troisième, pour penser à demander de faire un jeûne national, parce que la pluie n'est pas encore tombée. D'accord? Donc, ça permet de savoir, voilà, quand est-ce que tu fais. Mais, Shnia, l'émail. Donc, nous pose la Gemara comme question, mais à quoi nous sert finalement la date de la deuxième précipitation? Dans quel but connaître cette date? Donc on a compris maintenant les implications halachiques, hein. C'est-à-dire soit pour jeûner parce qu'on n'a toujours pas eu de pluie, soit pour faire la prière de la pluie parce que ça commence la saison des pluies. Mais la deuxième, quand on nous a parlé de 3 moments de précipitation, pourquoi est-ce qu'on a besoin de déterminer ce deuxième moment de précipitation? La Gemara fournit plusieurs réponses. Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera nous dit, la Nedarim, c'est utilisé pour les vœux, d'Itnan. Alors, comme nous avons appris dans une Mishnah, à savoir dans la Mishnah, donc dans le traité de Nedarim, pour le coup, de 62b, donc il y a des vœux à faire. Là-bas, il y a une Mishnah qui nous dit la chose suivante. Hanoder ad ageshamim, celui qui fait le feu, par exemple, celui qui fait le vœu, qui dit jusqu'aux pluies. Mashridu ad sheyihu geshamim, ou bien il dit jusqu'à ce que surviennent les pluies. D'accord? Ad shetered revia shenia. Eh bien, il n'a le droit de s'en servir que jusqu'aux secondes précipitations. Donc ici, il s'avère que le texte a été un peu changé là-bas par rapport à ce que nous ont expliqué des grands de la Mishnah et de la Gemara, parce que bon, il y avait apparemment dans le traité de Nedarim, il y avait eu un petit truc. Donc ils ont simplement fait en sorte que les deux versions se correctent. Mais bon, on est en français, donc on ne va pas se casser trop la tête dessus. En tout cas, qu'est-ce que nous dit le texte? Voilà, donc celui qui fait le vœu jusqu'aux pluies, voilà, imaginons, je ne veux pas jouir d'un objet, il dit comme ça, je ne vais pas profiter d'un objet, je ne vais pas utiliser, par exemple, cette paire de ciseaux, je ne sais pas quel genre de vœu idiot quelqu'un peut faire, mais imaginons, je ne veux pas utiliser cette paire de ciseaux jusqu'aux deuxième pluie, pardon, jusqu'aux pluies. Quand il dit jusqu'aux pluies, d'accord, simple, ou bien il rajoute, selon la version, jusqu'à ce que surviennent les pluies, d'accord? Eh bien, il n'aura pas le droit de se servir de cette paire de ciseaux, par exemple, jusqu'aux secondes précipitations. Donc, il faut déterminer les 3 précipitations qu'il y aurait, et déterminer cette deuxième précipitation pour dire, voilà, il ne peut pas utiliser jusqu'à la deuxième. Ok?
Donc voilà, c'est comme ça que nous interprète la chose. Alors ici, il nous dit dans le livre des Nombres, au chapitre 30, verset 3, en commentaire, la Torah nous enseigne que quiconque fait un vœu d'abstinence et s'interdit la jouissance d'un objet, ou on interdit la jouissance à autrui, d'accord? Quelqu'un qui s'interdit de jouir d'un objet, de profiter de quoi que ce soit. Bon. Il prononce un vœu qui a force de loi. Or, les conditions du vœu dépendent de comment tu formules le vœu à voix haute. Toutefois, ce n'est pas le sens strict des mots qui compte, mais celui que leur attribuent les gens dans ce contexte. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement le mot en soi qui pose, qui prend les forces de loi ici, mais comment les gens comprennent les mots que toi t'as dit. Donc c'est plus le sens, on va dire, courant, le langage courant, hein, en quelque sorte. C'est la différence entre un langage très, comment dirais-je, technique et un langage courant. Comment les gens comprennent ce qu'ils ont entendu de ton vœu. C'est ça qui est important. Cette Mishnah nous traite du cas, donc, de celui qui se serait interdit par le vœu donc par un vœu, la jouissance d'un objet en déclarant simplement jusqu'aux pluies. Et comme dans l'usage commun, quand on dit Geshamim, les pluies, ça s'applique non pas aux premières précipitations de la saison, mais plutôt aux deuxièmes, et à celles d'après en général. Donc ça ne fait pas référence jusqu'à la première petite pluie, là, la petite rosée qui est tombée. Alors c'est pas une rosée, mais vous savez, les toutes premières pluies en général, il pleut pas toujours. En tout cas en Israël, il va y avoir une légère petite pluie. Hein, les nuages, ils arrivent, ils prennent leur temps pour arriver. Donc il va y avoir une petite pluie toute tranquille, toute gentille, qui t'annonce juste que voilà, les nuages commencent à arriver. Bon, ça s'appelle pas en général dans le langage courant, les gens. Ah, d'ailleurs, on le dit, hein, vous savez, une petite brise comme ça, c'est pas une pluie encore. C'est pas encore ce qu'on appelle la pluie, quoi. Voilà, il y a quelques gouttelettes, c'est fin, ça fait du bien, au contraire, tu vois. C'est pas la pluie qui va te gêner pour sortir ou autre, tu vois. À la limite, tu fais exprès de sortir pour profiter des quelques gouttelettes qui nous tombent dessus. D'accord? Donc on n'est pas encore dans cet esprit-là. Donc c'est ce qu'il dit ici. Les gens, quand tu disais jusqu'aux pluies, ce que les gens comprenaient, ils ne comprenaient pas la toute première pluie en général. Ils parlaient de la deuxième. C'est-à-dire que quand ça commence à se renforcer. Hein? Ok? Donc, et c'est à partir de la deuxième. Les gens, ils comprenaient à partir de cette deuxième pluie. Ils faisaient plutôt référence à la moitié. Donc quand tu calcules ces trois précipitations, tu faisais référence à cette deuxième précipitation qui commence à arriver, qui se renforce par rapport à la deuxième. Donc les gens parlent de la pluie à ce moment-là. Donc comme c'est ce que les gens pensent, eh bien le vœu reste en vigueur jusqu'aux secondes précipitations et pas aux premières. Les premières précipitations ne sont pas désignées par le terme de Geshamim, par pluie, parce que les sentiers ne deviennent pas impraticables. Pardon, voilà, il te donne une explication pourquoi, la différence. Parce que ici, les sentiers, hein, la route, les routes ne deviennent pas boueuses, elles ne deviennent impraticables qu'à partir de deuxième précipitation, en quelque sorte. Donc comme la terre, elle s'engorge de pluie, mais on va dire qu'elle n'est pas encore débordante d'eau. Hein, c'est quand elle déborde d'eau que ça devient de la boue. Là, la terre ne devient pas encore de la boue, c'est juste une petite terre battue, on pourrait s'amuser à dire. Une autre explication, donc en fait, quand est-ce qu'elle devient impraticable? C'est aux deuxièmes pluies, et donc c'est ça ce que les gens pensent lorsqu'on leur dit jusqu'aux pluies, c'est-à-dire sous-entendu lorsque les routes deviennent impraticables. Et la première pluie, c'est pas ça. C'est juste, ça mouille un peu, mais c'est pas grand-chose. On peut marcher, on peut faire rouler les charrettes, etc. Autre explication, le terme Geshamim, pluie, est le mot Geshem, c'est au singulier. Geshamim, c'est quand on dit la pluie, on parle toujours au pluriel. Donc dans le langage courant, on dit jamais on attend la pluie en hébreu, mais on attend les pluies. Or les pluies c'est un pluriel, les pluies étant au pluriel, ça sous-entend toujours cette idée de pluriel. Pluriel désigne au moins la deuxième pluie, c'est-à-dire au minimum celle qui vient en deuxième, puisque c'est au pluriel. Voilà, ça c'est ce que nous explique Rashi, et je vous laisse juste une petite pause, je reviens. Et voilà, une courte pause. Alors, donc on a donné cette explication, la forme au pluriel désigne bien donc cette seconde pluie, voilà. Alors c'est vrai que vous n'avez pas vu la pause. Alors une autre loi, dépendant de la date de la seconde précipitation, on va donner une autre explication sur cette fameuse idée de deuxième précipitation. Pourquoi donc on explique cette deuxième précipitation? Rav Zevid Amar, Rav Zevid nous dit,
Les étimes, c'est nécessaire pour les olives. Ditnan, ainsi que nous avons appris dans une Mishnah. Alors, c'est la Mishnah de PA là-bas. Alors, on va expliquer avant d'en parler peut-être. On va expliquer 2 secondes. Alors, PA là-bas, au chapitre, alors c'est la page 8, attendez. PA, pourquoi c'est une Mishnah, c'est la Mishnah de chapitre 8, et c'est la Mishnah numéro 1 là-bas, il dit comme ça, la Torah ordonne à tout propriétaire terrien de laisser aux pauvres certaines parties de la récolte. Ces parties sont désignées sous le terme générique, donc, Matenot, Aniyim, présent aux pauvres, et quelles sont ces lois liées aux cadeaux que tu fais aux pauvres. Alors, il y a beaucoup qui connaissent cette loi, mais ceux qui ne connaissent pas, ça va leur servir pour ce qu'on va lire tout de suite. Alors, il y a ce qu'on appelle le leket. Le leket, c'est lorsque 1 ou 2 épis tombaient au cours de la moisson, par exemple. Donc, le leket, c'est la loi qui consiste dans le Lévitique chapitre 19, verset 9. C'est le principe que le pauvre, donc, il peut aller chercher les épis qui sont tombés. Et le propriétaire, lorsqu'il fait sa récolte et que des épis tombent de son cabas, de son sac ou je ne sais quoi, d'accord, il n'a pas le droit d'aller les chercher, il doit les laisser pour les pauvres. Ce qui tombe, j'ai envie de dire, ce qui tombe du camion, tu dois le laisser aux pauvres. Alors, en tout cas, si ça tombe tout seul, hein, sinon ça s'appelle du vol, mais ici, en l'occurrence, quand ils ramassaient leurs épis, qu'ils le mettaient dans leur dos, comme ça, dans une espèce de sac à dos dans lequel ils rangeaient leurs épis, si quelque chose tombe, on n'a pas le droit de le ramasser, on le laisse pour les pauvres. Donc 1 ou 2 épis tombés au cours de la moisson, ça se laisse aux pauvres. Shichecha, une deuxième loi là-dessus, sur le même état d'esprit. Imaginons les gerbes que tu as fabriquées ou des épis que tu as récoltés. D'accord. Et puis il y a quelques épis ici et là, éparses, que tu n'as pas récoltés. Tu les as laissés planter à terre et tu as oublié de les récolter. Voilà. Ou une gerbe que tu as fabriquée. Et quand tu as ramassé toutes les gerbes, à un moment donné, tu vois au loin avec tes jumelles que « Oh, mais j'ai oublié cette gerbe ». Tu n'as pas le droit d'aller la chercher, tu la laisses aux pauvres. PA, alors les PA, ce sont les coins du champ en particulier. Donc le coin du champ, c'est une partie donc de la récolte là-bas. On n'a pas le droit d'aller les toucher, on n'a pas le droit de les récolter. On les laisse, pareil, aux pauvres. C'est dans le Lévitique 23, chapitre 23, hein, et verset 22. La shechicha, hein, les gerbes oubliées là-bas, on les laisse alors c'est dans le Deutéronome chapitre 24 verset 19. Le quatrième loi liée à ces règles, vous avez Péret, ce qu'on appelle Péret. Alors les Péret, ce sont des raisins qui tombent pendant la vendange. Donc c'est le même principe hein, que quand tu fais, on va dire, que le leket, hein, c'est-à-dire tu as ramassé tes gerbes, il y en a quelques-unes qui sont tombées. Là c'est un petit peu pareil, au lieu des gerbes, c'est les vendanges. Tu as des grappes de raisins qui tombent, tu ne vas pas les chercher. Rôle et lot, les grappes de raisins difformes. Ah, ça je ne connaissais pas du tout, tiens. Alors le Péret, c'est les Lévitiques 19, chapitre 10, hein, chapitre 19, pardon, verset 10. Bon, c'est la suite du texte sur le leket. Et ici, on est au Deutéronome, chapitre 24, verset 21. C'est la suite aussi de ce qu'on a dit sur la shichicha, c'est le même principe. Donc les grappes de raisins qui sont difformes, apparemment, faut les laisser. Alors, dans un premier temps, nous poursuit l'explication ici, seuls les pauvres ont le droit à ces privilèges, mais dès lors qu'ils n'espèrent plus rien trouver dans les champs, n'importe qui a le droit de s'approprier ce qu'il reste. Cette Mishnah détermine l'instant à partir duquel les pauvres n'espèrent plus rien trouver. D'accord? Donc on a une Mishnah où on va voir justement que ces règles s'appliquent normalement aux pauvres, jusqu'à ce que le pauvre ne pense plus rien trouver là-bas. Il se dit, ça y est, tout le monde est passé, ils sont tous venus, il n'y a plus rien à y chercher dans ce champ. Alors à quel moment on considère que le pauvre n'espère plus rien trouver dedans, et justement parce qu'il ne va plus espérer rien trouver, monsieur tout le monde pourra y aller aussi, s'il a envie de faire une petite promenade champêtre, chercher éventuellement des épis ou quoi à glaner s'il reste quelque chose. Alors, mais ematai kol adam mutarin beleket beshichecha ou bpa. Alors à partir de quand est-ce qu'il est permis à tout le monde, y compris aux riches, par exemple, de glaner des leket, des shichecha et des pa? Misheye elechu hanimushot. Après que les fouineurs aient parcouru le champ. Alors les fouineurs, évidemment, ce sont probablement ceux qui
ceux qui étaient pauvres et qui sont allés justement chercher au maximum. Hein. Alors le fouineur Nemushot, en hébreu, il nous dit ici, Rashi, c'est un dérivé du radical mashash, même shin, qui signifie palper. Ce terme désigne une certaine catégorie de pauvres, définie ci-après dans la Gemara, et qui ratissent le champ de façon particulièrement minutieuse. Donc voilà, ce sont ceux vraiment qui vont aller finir le champ normalement. Après leur passage dans les champs, les autres pauvres n'espèrent en théorie plus rien trouver quoi que ce soit. Donc quand les fouineurs ont fait leur recherche méticuleuse dans le champ, d'accord, ceux qui vont vraiment terminer le champ, d'accord, donc une catégorie de pauvres qui vont aller vraiment au bout, a priori il n'y a plus rien à y chercher. Et donc, puisque plus personne n'espère y trouver après eux, tout le monde peut y aller. Alors, Beperet ou Berolelot, quand les riches, alors pareil, donc ça c'était la question qui a été posée pour le Leket, la Shechicha et la PA, donc c'est après que les fouineurs aient parcouru, donc ce sera permis pour tout le monde. À propos des Peret et des Berolelot, donc dans les vignes, d'accord, quand est-ce que les riches ont le droit d'aller glaner du Peret ou des Berolelot? Misheyelechu aniyim kerem veyavou, après que les pauvres ayant parcouru la vigne, puis soient revenus et l'aient parcouru de nouveau. Donc s'ils ont déjà parcouru 2 fois, ils ont fait un aller-retour, eh bien à ce moment-là, ils pourront aller. Dès lors, le pauvre, en fait, il nous dit, il n'espère plus rien y trouver, quoi que ce soit, nous dit Rashi. Hein, c'est pas comme pour le blé, où le blé, tu peux toujours espérer trouver un petit grain ici et là qui serait tombé même de son épi, tu vois, parce que on va dire les vignes, hein, c'est quand même gros à voir. Donc normalement, lorsqu'un pauvre a déjà fait une rangée de vignes, théoriquement, les gens n'espèrent pas trop trouver quelque chose une fois que les pauvres ont déjà fait ces rangées. Donc s'il l'a fait une fois et on est revenu, il a déjà parcouru 2 fois, quoi, c'est fini. Alors pour Bezetim, quand est-ce que les riches ont le droit, par exemple, d'aller glaner des shechicha et des PA d'olive à ce moment-là, d'accord? En ce qui concerne le produit des arbres, seule la shechicha et la PA sont alloués aux pauvres, pour ce qui est, en tout cas, des produits des arbres, d'accord? Donc pour les olives en particulier. Mishetered Revia, Shnia, après les deuxièmes précipitations. Et là, on a effectivement notre explication. Alors d'abord, passé ce délai, nous dit Rashi, on présume que donc tout a déjà été glané. Bon, ça c'est clair. D'accord. Mais, donc passé ce délai, effectivement, on présume que tout a déjà été glané. Mais vis-à-vis de quelqu'un qui voudrait aller, en tout cas vis-à-vis de notre Gemara, qui veut expliquer, donc, je rappelle la question, hein, on veut savoir pourquoi est-ce qu'on évoque, on recherche la date des deuxièmes précipitations, et bien vis-à-vis des deuxièmes précipitations, voilà, ça nous donne la solution, la raison pour laquelle, ici, c'est à propos donc des olives en particulier, qui détermine, en fait, tout simplement, quand est-ce que les pauvres n'auront plus l'espoir d'aller trouver quelque chose là-bas, et à ce moment-là, ce sera permis à tous. Pour le cas, donc, a priori, des produits des arbres. Est-ce que les olives, c'est pour tous les produits des arbres? Alors, il nous dit que pour les produits des arbres, il n'y a que la shechicha et la PA, mais il n'y a pas autre chose. Or, parce qu'il y a aussi Peret et Olelot, mais ça, c'était pour la vigne, c'était pas pour les olives. Donc peut-être, justement, c'est la raison pour laquelle on fait une distinction avec Zetim. Ici, pour les Zetim, il ne reste que shechicha et PA à faire. Hein. On a donné des définitions avant, j'espère que vous les avez bien retenues. Alors, la Gemara demande, Maï Nemushot. Alors justement, la Gemara pose la question. Alors nous, on a eu une réponse dans le commentaire, mais à un moment donné, on a expliqué qu'il y a les fouineurs. Les fouineurs. Qu'est-ce que ça veut dire fouineur ici? De qui s'agit-il? Alors la Gemara offre 2 définitions. Amar Rabbi Yochanan nous dit Savede Azle Atigra. Ce sont les personnes âgées qui marchent avec une canne. Donc ils sont très lents et ils passent donc. Du coup, c'est ce que nous dit Rashi, ça tombe bien, on a réfléchi pareil. Ils avancent lentement et examinent le sol plus attentivement que le font les autres. Donc quand tu es avec une canne, que tu ne peux pas marcher vite, tu prends du temps pour observer le champ, et donc, avançant lentement, ils observent plus attentivement le champ, ce qu'ils peuvent prendre, pas prendre. Resh Lakish dit, la côté, bâtard la côté, en fait, ce sont ceux qui glanent après les glaneurs. Donc ce sont, par exemple, imaginons, il nous dit ici Rashi, et prenons l'exemple d'un père et son fils qui font équipe, le père avance en premier et le fils qui suit récupère ce que le père laisse derrière lui. Lorsqu'ils ont ratissé le champ, plus personne n'entreprend d'y glaner quoi que ce soit. Donc ce genre de, on va dire, ce sont des équipes de glaneurs. Donc on parle ici
de gens qui font en binôme le glanage, hein, qui travaillent ensemble pour glaner. Donc le fouineur, c'est pas juste un pauvre qui vient chercher, c'est un pauvre et un autre pauvre qui travaille avec lui, qui est juste derrière et qui réunissent ensemble, qui véritablement fouinent complètement, c'est vraiment la bonne traduction, le champ pour savoir trouver. Alors on a expliqué, hein, fouineur vient de l'idée de palper, c'est-à-dire c'est vraiment, on est dans une, comment dire, dans un champ lexical de celui qui véritablement cherche profondément les choses. Alors, autre loi encore, ici, il nous dit pour laquelle on a besoin de cette date des deuxièmes précipitations. Alors, on passe donc à un troisième sujet. Hein. Alors, Rav Papa nous dit Kede lehalech bishvile hareshut. Cela est nécessaire pour pouvoir marcher dans les sentiers permis. Alors là, on revient sur le sujet du problème des... Voilà, c'est le problème de l'accessibilité, d'accord, des champs, enfin des sentiers, des routes. C'est le problème de la pluie qui va abîmer j'ai l'impression, hein, qui va abîmer alors je ne sais pas en fait, je suis en train de parler, mais en regardant le commentaire, j'ai l'impression que c'est pas ça du tout, donc je m'arrête. Alors reprenons, Rav Papa nous dit, donc c'est nécessaire pour savoir... pour pouvoir marcher dans les sentiers permis, ainsi que le dit le maître, Mehalechin kol adam, bishvile hareshut, tout le monde peut marcher dans les sentiers permis, ad shetered revia shniya, jusqu'aux secondes précipitations, date à partir de laquelle il est défendu d'emprunter les sentiers pour éviter d'endommager la semence fraîchement germée. C'est intéressant ici parce qu'on a une autre interprétation de ce qui est signifié. Vous vous rappelez quand on a cité le problème des routes qui s'abîment, d'accord? À savoir que pour le moment l'eau tombe, elle n'est pas encore destructrice avec la première précipitation, mais la deuxième précipitation, à propos des vœux, la deuxième précipitation, c'est une précipitation qui devient difficile de marcher dedans. Alors c'est pas un problème de charrette qui n'arrive plus à marcher dans les sentiers, il nous dit ici cette explication, c'est plutôt un problème de sentiers à l'intérieur des champs par exemple, où si tu commences à marcher, tu vas abîmer la semence qui a été germée. Hein. Quand tu germes, il ne faut pas bouger les semences. Imaginons, elle commence à poindre sa petite racine et tu vas la bouger à ce moment-là. Catastrophe. Donc, il vaut mieux pas emprunter ces sentiers-là. Donc, en quelque sorte, c'est pas tant toi qui ne peux pas te déplacer, mais c'est plus le fait de marcher dans les endroits où on a planté et en marchant dessus, on risque d'abîmer les semis, quoi. Alors, il y a un commentaire là-dessus, à propos de ces sentiers permis. Il nous donne un commentaire à Scroll qui dit comme ça. Alors c'est qui parle d'ailleurs apparemment, c'est un peu Rashi. Ils ont fait un mélange de Rashi, de Rambam, etc. Bon. Alors, Josué a promulgué 10 lois qui, de diverses manières, autorisent le public à utiliser les propriétés privées en Eretz Israël. Donc, techniquement, tu peux utiliser les propriétés privées, mais comment? Ces lois sont citées dans une braïta, elle-même consignée dans le traité de Baba Kama à la page 81a. Et il figure là-bas, entre autres, donc le droit pour le public d'emprunter un raccourci à travers le champ privé pendant le mois d'été, après la moisson. Donc, effectivement, imaginons, tu as des champs privés, il faut savoir que quand tu habites par exemple Jérusalem, passer par le sentier normal, celui qu'on pourrait dire la route de l'âne, hein, en quelque sorte. L'âne, pourquoi j'appelle ça comme ça? C'est celui qui va prendre le chemin le plus facile pour pouvoir accéder à un coin. Bon, ce sont des sentiers en général qui sont longs. Maintenant, le raccourci, c'est de passer à travers champs, c'est-à-dire de passer par la colline en quelque sorte, et dévaler la colline. Or, parfois, ces collines peuvent être effectivement déjà plantées, des choses là-bas, et marchant dessus, tu pourrais abîmer effectivement ce qui a été planté. Enfin, c'est des endroits privés. Donc, si tu suis la route normale, sans passer par les endroits qui sont privés, qui appartiennent à des gens, qu'est-ce que tu risques? Tu risques, d'abord, tu traverses une propriété privée, ce qui n'est pas toujours bien, mais si tu ne traverses pas cette propriété privée, une route qui peut prendre 10 minutes, tu vas la transformer en une route d'1 heure et demie. Donc, ce sont des raccourcis, hein, en gros. Donc, on a des sentiers qui permettent de raccourcir la route, et Josué avait promulgué une loi, une dizaine de lois, et parmi ces lois, il y en avait celle-là qui permettait donc de passer dans les champs privés. Évidemment, les champs privés, pour faire un raccourci, c'est très bien pour celui qui y passe, mais ça peut être mauvais pour le propriétaire du champ, car en passant là-bas, tu vas lui abîmer ses plantations.
Imaginons quelqu'un, il plante des choses, et toi tu passes au moment où il a fini sa plantation, il vient de passer l'arrosage, hein, aujourd'hui on parle des arrosages, mais à l'époque, imaginez, après la pluie, toi tu passes dedans, tu casses en fait, tu lui déformes entièrement le champ, et ce qui était prévu pour lui pour pouvoir faire sa récolte dans de bonnes conditions. Donc il dit que la seule chose qui est permis, donc, c'était quoi? D'emprunter ce champ privé, d'accord, de passer à travers champ, mais pendant les mois d'été, après la moisson. D'accord? Alors, ailleurs, d'autres attribuent en fait cette disposition au roi Salomon. Donc ça dépend. Il y a soit Rachid, soit d'autres. Certains disent que c'est Josué, d'autres disent que c'est à l'époque du roi Salomon. Alors, ces sentiers sont qualifiés de Chevilé Harishud, c'est-à-dire les sentiers de permission, car leur utilisation est approuvée par un tribunal. Ça veut dire que un tribunal doit déterminer si le champ est privé ou pas, si on a le droit de passer à travers ce champ ou pas. Donc des gens ont le droit de demander une autorisation au tribunal d'ouvrir le champ privé au public, si jamais ce champ privé empêche, on va dire, de traverser correctement une route et de prendre trop de temps pour la plupart des gens. Bon, alors ici, il nous raconte justement dans cette braïta que, a priori, selon Poraf Papa, en tout cas dans l'idée, c'est que effectivement, tout le monde pouvait marcher, d'accord, dans ces sentiers permis, mais seulement jusqu'aux deuxième précipitation, c'est-à-dire à partir du moment où l'eau commence à déborder sur les champs, les champs vont être gorgés d'eau, la boue risque de casser la structure même de la plantation, quoi. Et si on passe, en tout cas, sur la boue, ça va complètement abîmer, déformer la plantation. Autre loi qui dépend de la date des deuxièmes précipitations. Alors, autre loi là-dessus. Alors, Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman bar Yitzhak nous a dit, Levaer perot sheve'it, ce qui est nécessaire pour savoir à quel moment donc il faut éliminer les produits de la 7e année. Donc, cela est nécessaire. On a besoin de la connaissance des deuxièmes précipitations, donc c'est une autre raison, hein, pour éliminer les produits de la 7e année. La 7e année, c'est la Shemitah. Et ici, alors, dans le traité de Shevi'it, le chapitre 9, c'est ça, la Mishnah 7, il faut voir la fin de la note d'après, il nous dit, on va le faire quand on arrivera là, 2 minutes, alors on va juste dire ce que dit Rav Nachman bar Yitzhak. Donc, ça sert à savoir le moment qui est adéquat donc, pour éliminer les produits de la 7e année, à savoir le foin et la paille qui se trouvent dans la maison. Car nous avons appris dans une Mishnah d'Itnan, Ad matai nehenin ve sorfin. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut profiter et brûler Beteven ou bekash shel sheve'it. Kash, vous vous rappelez qu'on avait dit kash, c'était la paille, à propos de Yoré ou Makosh, ou Malkosh. Beteven ou kash shel sheve'it, donc je répète, la chaume et la paille qui ont poussé au cours de la 7e année. Donc jusqu'à ce quand est-ce qu'on peut profiter et brûler la paille, la chaume, qui ont poussé au cours de la 7e année, jusqu'à la 2e précipitation qui survient donc au début de la 8e année. Ok? Alors on va expliquer quand même ça. Regardez ce qu'il nous dit ici la Torah. Donc c'est la Shemitah. Ce sont des règles qui sont liées à la Shemitah, la 7e année de Jacher. La Torah ordonne de laisser en Jacher les champs d'Eretz Israël tous les 7 ans. C'est l'année de la Shemitah. Il faut voir là-bas le Lévitique chapitre 25 de 1 à 7. Cette Mishnah traite des produits qui ont poussé durant la 7e année. D'accord? Alors, soit qu'ils aient poussé à partir de graines abandonnées lors des moissons de l'année précédente, soit qu'ils aient été semés l'année précédente, mais n'aient poussé que durant la 7e année. Ces produits de la 7e année n'appartiennent plus à leur propriétaire. Et tout le monde a le droit de se les approprier. Mais pour une raison que la Gemara va invoquer plus loin, l'usage de ces produits devient interdit après une certaine date qu'on appelle Zman Habi'u, le moment de l'enlèvement, qui, pour la chaume et la paille, correspond donc aux 2e précipitations de la 8e année. Voilà. Alors cette version de la Mishnah diffère sensiblement de celle qui figure dans le traité de Shevi'it. C'est-à-dire que ce que nous a donné ici comme Mishnah, ici, avec la référence que je vous ai donnée, la Mishnah 9 au verset 7,
quand on regarde la Mishnah 9 au verset 7, c'est pas tout à fait la même. Donc il nous dit que ça diffère sensiblement. Donc on rapporte une Mishnah de Shevi'it, mais ici c'est pas la même. C'est les mêmes textes, mais à un moment donné il y a des changements. Ça pose de nombreuses difficultés aux commentateurs. La plus importante d'entre elles, la difficulté particulière, est le fait que les produits de la 7e année sont uniquement permis pour un usage comparable à la consommation. Mais s'en servir comme combustible n'est pas du tout permis. D'accord. Or ici il semble te dire qu'on peut les brûler. On peut profiter pour les brûler, ça paraît surprenant. Donc voilà, c'était notre commentaire. Alors très bien. Bon, en tout cas ici, dans cette Mishnah-là, dans cette Mishnah rapportée dans la Gemara ici, il semble qu'on a le droit de les brûler. Alors la Gemara explique la raison de cette Mishnah. Alors pour quelle raison? Maï ta'ama, quelle est la raison? La raison de la chaume et la paille, en particulier donc de la 7e année, deviennent-ils interdits au moment des deuxièmes pluies? D'accord, des deuxièmes précipitations de l'année suivante. Dirtiv, parce qu'il est écrit là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit dans la Torah à ce sujet-là? Velivhemtecha velachaya asher be'artsecha. Donc, dans la récolte, pour ce qui est de la récolte qui pousse au cours de la 7e année, et ce sera pour tes animaux et pour les bêtes qui sont sur la terre. Alors, l'Écriture compare les animaux domestiques aux bêtes sauvages dans les champs en vue d'enseigner ceci. Donc, il s'avère que ou velivhemtecha velachaya, et ce sera pour tes animaux et pour les bêtes sauvages. Chaya, ce sont les bêtes sauvages. Behema, c'est en général les animaux domestiques, en hébreu. Donc c'est un texte qui nous vient du Lévitique, chapitre 25, verset 7. Donc, je répète, ce sera pour tes animaux et pour les bêtes qui sont sur la terre. D'accord? Kol zeman shechaya ochelet basade. Aussi longtemps que les produits que les bêtes peuvent manger dans les champs, donc aussi longtemps que les animaux trouvent cette nourriture dans les champs, dans la 7e année, et achel ivemtecha bebayit, tu pourras nourrir tes animaux domestiques dans la maison. Donc, si les bêtes sauvages peuvent se nourrir dans les champs, alors tu peux en nourrir tes animaux. C'est ça l'idée. Donc, la limite de temps, c'est la limite de temps qui est calculée en fonction de ce que les bêtes sauvages mangent dans les champs quand ils se débrouillent pour trouver de la nourriture. Eh bien, tu peux te servir de ton propre stock, en quelque sorte, de ces stocks de récolte qui ont poussé donc au cours de la 7e année. Eh bien, tu pourras effectivement les utiliser aussi pour les animaux domestiques à la maison. Donc, il est permis de se servir de ces produits de la 7e année pour nourrir les animaux à d'autres fins. Kala lachaya minasade. Par contre, dès que la nourriture est épuisée, à savoir que pour les bêtes des champs, donc s'il n'y en a plus pour les bêtes des champs, donc lorsque les bêtes des champs, eux, ont terminé dans les champs de manger ces choses-là, kale livemtecha minabayit. Alors il faut éliminer aussi de la maison la nourriture qui était destinée aussi pour les animaux domestiques, ou à d'autres fins d'ailleurs, donc en l'occurrence ici, brûler la chaume ou la paille. Donc littéralement brûler ou détruire. Voilà, c'est ce qu'il nous précise ici. Tu dois éliminer, tu dois brûler et détruire. Oh, pardon. Non, il faut les brûler et les détruire. Bon, c'est pas pour se faire de la chaleur, mais c'est de les brûler et les détruire pour éviter que les animaux ne puissent continuer de les manger. Donc c'est plutôt ça, j'avais mal compris. D'ailleurs, quel intérêt de brûler et détruire de la paille? Enfin bref, effectivement. Donc on les brûle et on les détruit. À quel moment? Au moment où les animaux sauvages ne peuvent plus eux-mêmes utiliser ce qu'ils trouveraient dans les champs. Et donc quel est ce moment? Justement, quand il y a la deuxième précipitation. C'est donc la dernière raison ici proposée à propos de cette question qui nous avait été posée sur les deuxièmes précipitations. Pourquoi est-ce qu'on a recherché la date de la deuxième précipitation? On a ici donc une liste, on a donné une liste des raisons qui nous ont amené à déterminer, qui a amené la Gemara à poser la question aussi de savoir quel est le moment officiellement de la deuxième précipitation. Alors, il nous précise en conclusion ici, donc lorsque surviennent, alors ça c'est Hartzkol, lorsque surviennent les secondes précipitations, le chaume et la paille qui sont dans les champs, et que les pluies transforment en fumier, ne sont plus comestibles pour les bêtes, par conséquent, il est alors défendu de faire usage du chaume et de la paille dont on dispose chez soi. Voilà. Et on a terminé cette partie-là. On va maintenant revenir sur la braïta qui avait été citée à la page 6a, à propos du terme Revia, ça pour une prochaine vidéo. À la prochaine!